Je m'appelle Yann Cuinet, je suis premier assistant réalisateur depuis 2006. Ça fait 23 ans que je travaille dans le cinéma. J'ai commencé en 1997 sur un film qui s'appelle Ronin. J'étais stagiaire et de stagiaire, j'ai progressé jusqu'à devenir premier assistant réalisateur. Voilà. Je vis actuellement aux États-Unis depuis 5 ans et je travaille plutôt à l'international, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, qu'en Afrique, que dans le Middle East, voilà, un peu partout en fait, où il y a des projets. L'assistant réalisateur, donc comme ça porte son nom, c'est enfin un peu, ça porte pas très bien son nom en fait, je pense, parce que ça, on dit assistant réalisateur, même si on est un peu le bras droit du réalisateur, c'est plus, moi je le conçois plus comme étant l'assistant du film, c'est-à-dire faire en sorte d'optimiser tous les moyens qu'on a sur un film en fonction des désirs artistiques du réalisateur. Il y a une image qui est plutôt assez bonne, je pense, pour expliquer ce métier. Si le réalisateur est un architecte, moi je suis un peu je suis le chef de chantier en fait. L'architecte il m'amène ses plans et moi je fais en sorte qu'avec les autres corps de métier, on arrive à être le plus précis possible avec les plans qui nous sont amenés, quoi, pour qu'ensuite le film ressemble plus à la vision du réalisateur. Alors, la toute première, j'ai été figurant. Je crois que c'était en 1993 sûrement, ouais. 1993. J'étais figurant sur un film américain qui tournait à Cannes, parce que moi je suis né à Cannes et à ce moment-là je faisais des études de droit à Aix-en-Provence. Et c'était un film avec Meg Ryan et Jean Reno. Ça s'appelait French Kiss. Et donc j'ai fait une semaine de figuration. J'étais sur la plage du Carlton, enfin des bêtises comme ça. Et donc j'étais assez près en fait. Donc j'ai vu un peu comment ça se passait. L'autre chance que j'avais, c'est que mon parrain Mishka Sheko, c'était le premier assistant réalisateur. Donc c'est lui qui travaillait sur ce film-là. Et donc j'ai travaillé une semaine et j'ai trouvé que c'était plutôt c'était vraiment, enfin j'ai vraiment aimé ce qu'il faisait en fait. C'est son métier qui m'a le plus plu. C'est là où je me suis le plus vu en fait. Bien que je faisais du droit, ensuite j'ai continué le droit pendant je sais pas, peut-être 2 ans, et puis j'ai lâché. Et voilà quoi. Voilà, ça c'était ma première expérience de plateau de cinéma. Et ensuite, après mon école, enfin pendant mon école de cinéma, pendant la 2e année, mon parrain est venu tourner avec John Frankenheimer à Nice une partie de Ronin avec Jean Reno et toujours et Robert De Niro, Stellan Skarsgård, etc. Et donc j'ai été engagé comme production assistant et j'étais à côté du retour vidéo avec John Frankenheimer. Et voilà quoi, j'ai commencé comme ça. Et mon premier jour de tournage, je crois que c'était le 27 novembre 1997. Et c'était à La Turbie dans les hauteurs de Nice. Et il y avait une équipe de 300 personnes. Il y avait énormément de caméras. On faisait des cascades, il y avait des coups de feu, on impactait des vitrines. Enfin bon, voilà, on a passé. Je sais plus si on avait passé qu'une journée là-bas, mais enfin bref, c'était là, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était assez fou quoi. Et c'était énorme en fait, c'était vraiment, je me suis dit ouais, c'est vraiment ça que je veux faire. Et puis c'est vraiment ce genre de film que je veux faire parce que je trouve que c'est les plus rigolos à faire quoi en fait. Ici aux États-Unis, l'assistant réalisateur, il est plutôt sur la liste technique, il est considéré comme appartenant à la production. En France, il est listé avec le réalisateur, avec la mise en scène. En fait, il y a un peu cette différence parce que il y a aussi ça vient du début du cinéma, que ce soit aussi bien aux États-Unis qu'en France. Il y a eu 2 conceptions un peu différentes. Ici en France, on a le droit d'auteur en fait qui est beaucoup plus fort. Donc le réalisateur, il est quand même assez tout puissant sur un film. Et il peut prendre des décisions et même des décisions qui ont des implications financières assez importantes tant que le producteur le suit. Mais bon, c'est un peu le big boss sur le terrain, sur le plateau, enfin sur le film, on va dire.
Et aux États-Unis, c'est un peu différent. Alors, je parle pas des réalisateurs de la trempe de Spielberg ou de Christopher Nolan ou tous ces gars-là qui ont ensuite eux-mêmes monté leur boîte de production pour avoir justement cette liberté qu'avaient les réalisateurs en Europe et spécialement en France. Parce que en fait ici au départ le réalisateur c'est plus un technicien, un super technicien qui est bien sûr qui est très respecté, qui amène sa vision, mais qui doit quand même se plier aux problèmes de production et au désir de la production. Et souvent les réalisateurs ils n'ont pas de ce qu'on appelle le final cut, c'est-à-dire ils n'ont pas le dernier mot sur le montage de leur film. Alors, je vais faire vite fait, je vais faire ce qu'on appelle la préparation et ensuite la phase du tournage. Ok. En pré-préparation, on va dire que l'assistant réalisateur, il est impliqué assez vite assez tôt sur un projet. Donc un producteur ou un réalisateur l'appelle pour travailler avec lui ou les deux, ça dépend. Il y a pas de règle. Voilà. Et on passe un entretien ou pas, ça dépend si on a déjà travaillé avec le producteur ou le réalisateur. On passe comme un casting, hein, il y a plusieurs assistants qui sont appelés et on en choisit un. Donc si je suis choisi, on va commencer par me donner un script et on va me demander de faire un plan de travail. Et à partir de ce plan de travail, ils vont ensuite réaliser un budget. Ils ont une vague idée au départ de combien ils peuvent mettre pour le film. Ensuite, je fais un plan de travail donc le plus logique possible en regroupant les décors, en regroupant les acteurs, les cachets des acteurs pour essayer de minimiser le nombre de jours et voilà. Parce que c'est aussi de l'argent et aussi après en fonction si c'est des effets nuit, jour, etc. Donc je j'ai pas le droit de faire une nuit et le lendemain de commencer quelques heures plus tard quoi. Il y a des règles de turnaround qui s'appliquent qui sont des règles de droit du travail. Donc, voilà. Ouais, également pour les acteurs, il y a des règles. Je peux pas. Ils doivent avoir un certain nombre d'heures de repos. Les techniciens, c'est la même chose. Ils ont également droit à un certain nombre d'heures de repos. Donc, tout ça, je le fais de la façon. Je fais un peu le plan de travail zéro, qui est le plan de travail idéal, avec un nombre de jours aussi qui reflète le script. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie pré-préparation, on va dire. Et ensuite, ça, je le soumets aux producteurs et ils reviennent vers moi, ils me disent, en général, ils me disent, bah oui, on n'a pas assez de jours, on n'a pas assez de semaines, il faudrait essayer de squeezer un peu tout ça, de le rentrer un peu au chausse-pied parfois. Et voilà, donc on retravaille dessus. Et après, c'est à partir de là qu'il y a un travail qui se fait entre le réalisateur et moi et les producteurs. Et par exemple, une scène que j'avais pu estimer en 3 jours de tournage, bah, le réalisateur va me dire, écoute, je vais faire quelque chose de plus simple, où je vais prendre ce point de vue-là et je sais que je peux la sortir en 2 jours seulement. Donc voilà. Ou alors ils vont dire bon bah tiens on va couper cette scène parce qu'elle sert à rien ou celle-là elle est redondante. Donc on fait un peu aussi, on élague un peu en même temps, on retravaille sur le script, on élague un peu le script. Enfin les producteurs essentiellement, et le réalisateur et les scénaristes. Voilà. Et donc il y a des réécritures et à partir de ces réécritures, moi je refais un travail. Quoi. À chaque fois j'intègre ces changements. Donc ça, c'est pour la pré-préparation. Ensuite, en préparation, donc là, on commence à avoir un peu plus de gens qui sont impliqués. Moi, je fais un calendrier avec mes assistants. Donc là, on commence à avoir un peu de monde. On organise les rendez-vous avec le réalisateur, avec les différents chefs de poste pour qu'ils rencontrent la chef costumière. S'il a besoin d'un rendez-vous avec le gars qui s'occupe des véhicules de jeu pour les choisir, avec les personnes en charge de la figuration pour déterminer quel type de gens ils veulent. Enfin, tout ça. Donc, on passe. Moi, j'organise la journée de travail du réalisateur et de la production en quelque sorte. On fait également des repérages, donc on fait beaucoup de voitures, on va voir différents décors. On est en général avec le chef opérateur, le chef décorateur, des personnes de la production, les régisseurs, etc. Et là, ils commencent à partir du moment où ils choisissent un décor, et parfois certains commencent à dire, ok, on verra plutôt ce côté-là m'intéresse pas. Il faut qu'on tourne cette chose-là plutôt à telle heure de la journée parce que le soleil il est bien placé, il est comme on veut, il est backlit. Voilà, c'est tout ça. Donc moi j'organise avec mes assistants tous ces rendez-vous, ces meetings où on discute du film, s'il y a des scènes d'action, comment ils vont les filmer, ce dont on a besoin comme moyens techniques, etc. Donc c'est vraiment un long processus où on amène une pierre à l'édifice à chaque fois. Ensuite la journée de tournage. Moi, elle débute donc on se lève en général assez tôt.
vers 4-5 heures, ça dépend, mais bon, souvent, ouais, 4-5 heures du matin. On va sur le décor, on arrive, soit on a eu, comme on dit, une shot list, une liste des plans du réalisateur et donc on sait déjà à peu près, comment on va organiser sa journée. Soit on a un réalisateur qui travaille pas comme ça et on va un peu, avancer à tâtons tout au long de la journée. Après, tout dépend des scènes. Après, si on a deux personnages dans une rue, qui discutent, on s'en sort très bien, quoi, c'est pas un problème. Après, si on a à régler une grosse scène d'action avec, un hélicoptère, des tanks, des gars qui tirent partout, bon, si on n'a pas un peu une liste un peu établie des plans, ça devient, plus compliqué et là, c'est là où on risque de perdre du temps parce qu'on lutte toujours contre le temps. Ça, c'est dans ce métier-là, on est toujours à la bourre. On lutte toujours contre le temps, les éléments, et cetera. Et moi, je suis là au milieu de tout ça et donc j'essaye de diriger toute l'équipe en fonction des plans que le réalisateur veut faire. Donc mon équipe et moi, on est le passage de l'information en fait, sans cesse. On passe l'information et cette information, elle est passée aux différents chefs de poste, quoi. Parce que c'est vraiment un métier où il faut pouvoir communiquer. Bah, ça se passe comme n'importe quel autre film. Après, on a beaucoup plus, en général, on a beaucoup plus de moyens, on a beaucoup plus de monde, on est souvent beaucoup plus en retard. Mais comme on a énormément de ressources et financières et humaines, on arrive à livrer les choses. Après, il y a une autre exigence. Enfin, c'est pas qu'il y a une autre exigence. Je veux dire, comme il y a beaucoup d'argent, ouais, le résultat, il doit être quand même. Enfin, non, mais en même temps, c'est pas vrai ce que je dis parce qu'on peut avoir un film, un low budget, un film un peu avec un petit budget et qui soit formidable, quoi. Enfin voilà. Je veux dire, on a un certain confort de travail quand même parce que par exemple, sur un film, avec un budget plus restreint, on va compter le nombre de jours où on va vouloir une grue, par exemple. Parce que ça a un coût, parce qu'il faut faire venir un technicien, c'est un camion en plus, et cetera. Donc on va être vraiment spécifique, on va dire: «Bon, bah, voilà, on va peut-être se servir d'une grue pendant 2 jours ou peut-être on s'en servira même pas parce qu'on va même pas en prendre parce qu'on n'a pas les moyens, on préfère mettre l'argent ailleurs». Enfin voilà, un exemple comme ça. Sur un film à gros budget, la grue, elle est dans un camion, elle est là tous les jours. Elle est là, on la veut, on la sort, on la veut pas, elle reste dans le camion. Et le gars, il est là, il est payé, enfin voilà. C'est un peu, pour schématiser, c'est un peu ça. Mais ça reste que l'équipe est plus grosse, les moyens sont plus importants, les attentes sont plus importantes. Donc il y a aussi une grosse pression. Puis c'est pas évident de gérer 400, 300 ou 400 personnes sur un plateau. C'est plus facile d'en avoir qu'une trentaine, quoi. Bah déjà, c'est pas mon job de la régler. Pour ça, il y a des, je suis là, hein, bien sûr, mais il y a ce qu'on appelle des coordinateurs de cascade ou des régleurs de cascade. Après, chaque cascade mérite son attention, hein, parce que chaque cascade, enfin, en soi, elle est risquée. Euh, mais bon, par exemple, on va prendre un exemple concret, on va dire la poursuite dans le premier Bourne Identity, où on va dire que la partie sur les quais, où la Mini remonte à contresens le flot de véhicules. Donc bon, ça s'est tourné en plusieurs jours, etc. Donc ça, déjà, ça naît dans la tête du réalisateur. Il parle avec son régleur de cascade, il lui dit voilà, je voudrais que la voiture elle remonte à contre-courant, à contresens de la circulation. Je voudrais qu'à tel moment il y a il évite de justesse une voiture. Je voudrais qu'à un autre moment il y ait deux autres voitures. Enfin voilà, donc ils élaborent tout un scénario et ensuite il y a des cascadeurs qui sont et tout ça ensuite ça rentre en préparation en fait. C'est-à-dire que à un moment on prend je sais pas si on avait 200 véhicules, on va réunir les 200 véhicules et le cascadeur qui fait la doublure de Matt Damon qui conduit la Mini à contresens et ils vont se mettre sur une piste où ils vont tracer des lignes au sol comme c'est dans la vraie vie et ils vont répéter en fait. Tout d'abord avec à une vitesse réduite et puis ils ont des radios, ils peuvent se parler et puis ensuite de plus en plus vite, de plus en plus vite et jusqu'au jour où on la réalise. Donc ils savent quand on arrive, ils ont chacun leur place dans le flot de véhicules, ils savent à quel moment ils doivent déboîter, à quel moment ils doivent faire. Enfin voilà, et donc tout ça est très organisé comme du papier millimétré. Et ce jour-là, donc une fois qu'on a placé tout ça, en même temps, simultanément, on place les caméras. Il y a des caméras qui vont sur le bord de la route, des caméras qui vont à l'intérieur de certains véhicules, celles qui sont spécifiques à certaines
partie de l'action. Bon après tout ça est très découpé, hein. On fait une première partie, puis ensuite on fait une deuxième partie, etc. On multiplie les plans. Mais en général, pour ce genre de film, on se retrouve facilement avec 4, 5 caméras, voire plus, quoi. J'étais producteur exécutif parce que je me suis occupé de la partie, et j'ai été premier assistant aussi, mais de la partie avec qu'on a tourné en live en fait. C'est-à-dire Johannes Farr, il a demandé à ses réalisateurs de tourner une partie de certaines scènes de son script avec de vrais acteurs dans des costumes qui allaient ressembler à ceux qui allaient être dessinés, avec certains accessoires ou certains éléments de décor qui allaient ensuite être mis en image par les animateurs, afin que les animateurs ils puissent percevoir d'une façon plus subtile les mouvements des acteurs, les déplacements, ces choses-là. En fait, c'était déjà une technique, je crois, qui était utilisée par Walt Disney. Ils se servaient de vrais acteurs pour ensuite donner un peu plus de réalisme à leurs dessins. Moi, j'ai vraiment fait quelque chose qui m'était plus proche, c'est-à-dire la partie live du projet, en fait. Euh, c'est une contrainte supplémentaire, on va dire. Déjà, donc, il faut que l'équipe, aussi bien les techniciens que les acteurs, travaillent en sécurité. Donc, c'est-à-dire qu'on doit faire appel à des gens qui sont maintenant dédiés pour le Covid, en fait. Ils sont là pour faire en sorte que les gens portent bien leur masque, soient testés régulièrement, gardent une bonne distance, que le matériel, les lieux soient désinfectés, voilà, etc. Quoi. S'il y a des symptômes sur un membre de l'équipe, qu'ils soient tout de suite pris en charge, mis isolés. Et donc à ce moment-là, on arrête le tournage, on reteste toute l'équipe. Si on n'a pas de test positif, on retourne travailler. On essaye de limiter, quand on est en intérieur, le nombre de gens sur le plateau. On essaye de limiter au maximum. Donc vraiment les personnes essentielles, et on essaye voilà, c'est que les gens viennent travailler à tour de rôle parce qu'ils ont tous besoin de faire quelque chose à un certain moment. Donc, mais voilà. Les réunions qu'on faisait avant dans des grandes salles avec toute l'équipe, on peut plus les faire. On les fait maintenant par Zoom. Moi, le dernier projet que j'ai fait dans le Montana, on a dû quand même s'arrêter pendant 3 jours. Donc tout le monde est resté dans sa chambre pendant 3 jours. On a tous été retestés 2 fois pendant ces 3 jours, et comme on était tous négatifs, on a pu venir travailler le 4e jour. Mais il n'y avait pas d'assurance Covid, donc ça a été tous les gens sont payés puisqu'ils sont immobilisés, ils sont dans leur chambre d'hôtel, ils sont comme s'ils travaillaient, mais bon, on perd 4 jours en termes de production, ça rallonge. Comme on était tous à l'hôtel, ça rallonge les défraiements, ça rallonge les salaires, ça rallonge les nuitées d'hôtel, ça rallonge les contrats des acteurs, enfin, etc. Après, voilà quoi, ça a beaucoup d'incidences. Et puis, on vient un peu plus tôt en préparation, surtout les acteurs, parce qu'ils doivent être là quelques jours avant, on les met en quarantaine, ils sont testés. Ensuite, à partir du moment où leur test est négatif, ils peuvent aller faire des essayages costumes ou tout ce qu'ils ont à faire, rencontrer les réalisateurs, etc. Donc tout ça, oui, ça rend les choses un peu plus douloureuses, on va dire, et un peu plus lentes, et ça a un coût financier, ouais. Je sais pas, pour l'instant, on tourne toujours parce qu'il y a toujours besoin de faire des films, parce qu'il y a toutes ces plateformes, etc. Voilà. Maintenant, je pense que ça va un peu. Est-ce que les gens après le Covid vont déserter encore les cinémas, ou pas, ou est-ce qu'ils vont avoir envie au contraire de retrouver les salles? Enfin, je sais qu'en France, il y a quand même les salles, elles sont plutôt assez fréquentées parce qu'en général, il y a environ 220 millions d'entrées par an. Aux États-Unis aussi, c'est assez énorme. Euh, je sais pas quoi. Déjà, ça a pas mal changé, quoi. On a vu beaucoup. Il y a de moins en moins de films indépendants quand même à gros budget. C'est beaucoup de films de studio, qui sont un peu plus formatés. C'est vrai que la série, elle a pris un gros. La série est de plus en plus qualitative. Mais bon, une salle de cinéma, ça reste quand même un lieu un peu magique, quoi. Voir un film en grand, ça n'a rien à voir. Même sur une très grande télé avec du bon son, ça sera jamais une salle de cinéma, quoi. Il y a une dimension supplémentaire, et j'espère vraiment que les salles vont à nouveau être remplies dès qu'on pourra à nouveau y retourner, parce que c'est un spectacle, hein, donc les spectacles, c'est pas, quand on va au spectacle, c'est mieux que d'être dans son salon, je trouve, quoi, ou dans sa, ouais.
C'est un gros acteur américain et qui a une fois je l'ai vu sortir un producteur de sa loge, de son trailer. Il avait un gros trailer énorme et avec plusieurs marches et le producteur il a pris par la peau du cou, il a sorti de son trailer, il a pas touché les marches, il a atterri directement sur le sol. Voilà, je pense qu'il était venu je sais plus exactement pour quelle raison, mais je pense qu'il était venu lui demander s'il pouvait virer le réalisateur ou quelque chose comme ça. Et donc il a voilà, il a juste éconduit un peu brutalement.